Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, une fois de plus, bonsoir. Bienvenue à ce nouveau numéro de Questions publiques, cette émission qui vous permet de réfléchir sur les questions qui gangrènent la République démocratique du Congo. Et nous disons toujours que de ces débats contradictoires pourront naître de mesures gouvernementales intelligentes. Un nouveau numéro, un nouvel invité. Je l'avais annoncé plusieurs jours passés. Il a aujourd'hui accepté de répondre aux questions de Peter Tiani. Il est initiateur du mouvement citoyen Les Congolais Debout, syndicat Dokolo dans Questions publiques. Monsieur syndicat Dokolo, bonjour. Bonjour Peter Tiani. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Je suis heureux de vous retrouver, les téléspectateurs congolais que je salue tous. D'entrée de jeu, je veux dire que on vous connaît très à point dans les réseaux sociaux. Depuis un temps, une petite disparition. D'entrée de jeu, nous voulons savoir que se passe-t-il, syndicat Dokolo? Pourquoi cette disparition, je vais même dire près d'un mois, dans les réseaux sociaux? Écoutez, d'abord peut-être une petite précision. Disparition, c'est tout relatif. Vous savez, partout là où je suis, les Congolais debout sont. Mais également partout là où les Congolais debout sont et se battent pour l'avenir du pays, je suis aussi présent et parmi eux. Je profiter également d'un moment de réflexion, là où je me suis mis un peu en retrait, là où j'ai laissé travailler mes collaborateurs, parce que je vous rappelle que nous sommes un mouvement, il ne s'agit pas, les Congolais debout, ce n'est pas l'affaire de syndicat Dokolo, c'est l'affaire de tous les Congolais patriotes qui désirent un changement basé sur la dignité du citoyen congolais. Il y a un premier moment qui a été le moment de l'engagement. Et là, il fallait être présent et les Congolais debout étaient présents. Nous étions derrière nos curés, derrière nos prêtres de toutes les manifestations. Et je voudrais rendre ici un hommage vibrant, notamment à tous ceux qui ont sacrifié leur vie. Je pense à des gens comme Rossi Chimanga, à la jeune des Tchad. Et nous, les Congolais debout, nous étions et nous sommes avec eux. Mais maintenant, nous sommes dans un deuxième moment. Je vous fais remarquer que nous sommes battus pour avoir des élections. Aujourd'hui, il y a un calendrier avec des élections qui ont été annoncées pour le 23 décembre de cette année. Seulement, nous nous rendons compte qu'il y a un autre combat maintenant qui doit prendre place, qui est le combat, non pas pour aller cap vers les élections à tout prix, mais quelles élections? Les élections de la tricherie, les élections qu'on est en train de nous préparer avec des machines à voler les élections, ou est-ce qu'on doit avoir des vraies élections qui vont permettre au Congo de retrouver la légitimité? Parce que le combat a changé, il était important qu'on prenne le temps de la réflexion pour réadapter les stratégies. Donc c'était un peu ça la raison de cette absence, qui est une absence, qui est un choix, une option plutôt personnelle. Et aujourd'hui, vous voyez, je n'ai pas du tout résisté à votre invitation. Je ne suis pas contre le fait de communiquer, mais je pense qu'on ne peut pas que communiquer. Il est important aussi de ne pas sous-estimer la tâche ni l'adversaire et donc de réfléchir avant d'agir. D'accord. Alors, puisque vous parlez des élections, est-ce que vous pensez que le gouvernement a la volonté de disponibiliser des fonds nécessaires à l'organisation des élections? Est-ce que vous pensez qu'à l'allure où vont les choses, il va réellement avoir élection? Ou est-ce que nous risquons, toute la population, d'être bluffée à la fin? Le gouvernement a l'ambition ou a la disponibilité de disponibiliser des fonds pour organiser de fausses élections. Nous le dénonçons. C'est clair, je pense, dans l'opinion de tout le monde. Il n'y a pas grand monde au Congo qui peut imaginer que M. Kabila va accepter de céder le pouvoir et de donner au peuple congolais les élections auxquelles il a droit. On est en train de traficoter la loi électorale, on est en train de continuer à bidouiller au niveau de la CENI pour garantir que le jour où, éventuellement, Joseph Kabila serait obligé de sortir de la présidence, il la quitterait pour le lendemain rentrer à la primature. Et donc on continuerait dans le même système et dans le même mensonge. Oui, mais là, vous êtes en train de nager à contre-courant de la communauté internationale qui demande à tout le monde d'aller aux élections. Non, les élections, elles auraient dû avoir lieu en décembre 2016. Donc le plus tôt les élections auront lieu, le mieux ça sera pour tout le peuple congolais et pour l'État du Congo. Nous sommes aujourd'hui un État absent, un État défaillant. Nous n'arrivons pas à protéger nos frontières, nous n'avons pas à redresser notre économie parce que nous sommes un non-État, un État qui ne respecte pas ses propres lois et ses propres règles. Je dis des élections tout de suite,
inconditionnelles, mais je dis de vraies élections, pas un simulacre d'élections, pas des élections bâclées, pas des élections trichées qui vont nous amener... De vraies élections, ça veut dire... De vraies élections, ça veut dire quoi exactement? Des vraies élections, de manière pragmatique, les vraies élections, ça veut dire quoi? Des élections dans lesquelles les plus grands opposants à Joseph Kabila ou à la Kabylie, puisque Joseph Kabila, je vous le rappelle, n'a pas le droit de participer à ces élections-là, ne sont ni en exil, ni en prison. Là où le moindre Congolais qui veut arriver à réclamer le droit que la Constitution lui donne de voter, ne se fait pas ou tirer dans la rue, ou, comme nos frères Carbone Béni et d'autres activistes, sont mis au secret dans la plus grande illégalité sans que personne ne réagisse. Nous considérons au niveau des Congolais debout que ça n'est pas acceptable, nous n'allons pas l'accepter et nous allons continuer à mobiliser et à nous battre avec nos moyens qui sont des moyens pacifiques pour arriver à obliger M. Kabila à nous donner de vraies élections et pas les élections auxquelles lui aspire. Vous avez quelle capacité, vous, de vous battre avec Kabila dans la rue? Vous avez quelle base, vous? Je n'ai pas dit que la solution était de se battre dans la rue. Vous savez que la première chose avant de se battre, c'est d'arriver à savoir pourquoi on se bat. Arriver donc à identifier ses objectifs, arriver à identifier ses moyens. Moi, je vous dis en tout cas qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de Congolais qui n'ont pas compris que nous sommes dans la dictature. Je pense que nous sommes à un moment de dictature pour le Congo que notre pays n'a jamais connu. Je pense que la dictature de Joseph Kabila, aujourd'hui en 2018, est pire que le pire moment de la dictature sous le président Mobutu. Et donc ça, c'est déjà un effort important pour que toute la population et les gens qui nous regardent en prennent conscience. Monsieur Mobutu il n'y a jamais eu au Zaïre des massacres, des viols, des intimidations comme ceux qu'on est en train de connaître aujourd'hui en RDC. Et c'est important que les gens le réalisent. Vous savez, on a une population qui est jeune. On a beaucoup de jeunes qui malheureusement sont nés dans la Kabylie, dans cette réalité-là. Là, on a un pays là où on viole, là où on tue, là où il y a des armées étrangères qui sont dans notre territoire. Et donc, finalement, cette jeunesse a l'impression que c'est la normalité. Il est important, et c'est notre rôle au niveau des Congolais debout, de faire comprendre aux Congolais pourquoi est-ce qu'il faut se mettre debout. Lorsque vous ne savez pas pourquoi il faut vous mettre debout, vous ne comprenez pas pourquoi il faut vous battre. Et aujourd'hui, j'ai rendu hommage tout à l'heure à Rossi Chimanga, ce genre de jeune-là a compris pourquoi c'était plus important que quelque autre chose dans sa vie que de se battre pour la liberté et pour la dignité du Congo. D'accord, c'est bien de se battre, ici de demander aux Congolais de se battre pendant que le syndicat de Kolo se cache lui quelque part sous la nature. Hein? Écoutez, je ne sais pas si lorsqu'on regarde le bilan du mouvement dont je suis l'initiateur, on puisse dire que je suis un planqué ou que je suis un caché. Il ne s'agit pas de ça. Vous savez, moi je me suis engagé dans les Congolais debout parce que j'ai une certaine image de mon pays. Moi, quand j'ai grandi au Congo, les gens qui sont peut-être d'une génération un peu plus âgée savent qui est mon père, savent quel était son parcours et quel a été son idéal et son éthique de vie. Moi, j'ai grandi dans un pays là où les gens qui travaillaient pour mon père dans les années 70, c'était hier, c'était il n'y a pas si longtemps. Ils pouvaient envoyer leurs enfants à l'école, envoyer leurs enfants à l'université. Il y avait des bourses universitaires. Les gens pouvaient même aller en vacances. Il y avait un avenir, il y avait une visibilité, il y avait une dignité. Les gens vivaient normalement. Moi, je ne peux pas aujourd'hui me regarder dans la glace et me dire on a chosifié le Congolais, on essaye de lui retirer jusqu'à sa dignité et rester là les bras croisés. C'est la raison de mon engagement. Je me rends bien compte aujourd'hui qu'il ne serait pas utile à la cause que je défends que j'aille me faire arrêter à Kinshasa juste pour vous prouver que je suis courageux. J'en profite pour rendre hommage à Franck Diongo. Franck Diongo qui est un compatriote, un patriote exemplaire. Il a été mis dans des conditions absolument scandaleuses, absolument manipulé dans un procès ridicule, probablement aussi ridicule que le procès de Moïse Katumbi, en prison pour 3 ans. Qu'est-ce qu'on fait pour lui ? Et est-ce qu'aujourd'hui, il est plus utile à la cause? Je vous pose la question, je vous renvoie la question. Est-ce que demain, si j'allais rejoindre Franck Diongo à Makala, ou dans je ne sais quelle prison illégale ou obscure il peut se trouver à l'heure actuelle, est-ce que je rendrais service à la cause? Et est-ce que ça ferait avancer notre cause, le fait que vous puissiez dire « Ah, syndicat est courageux, il est allé en prison avec les autres ». Non, ça n'est pas l'objectif d'être des martyrs, l'objectif c'est de gagner. On doit être intelligent, on doit être organisé et on doit être déterminé. Nous sommes à l'heure de plateforme.
Il y a UNC, MLC, UDPS qui se sont rencontrés. Le mouvement était à Djobour avec la sortie de la plateforme Ensemble pour le changement qui a plébiscité Moïse Katumbi comme son candidat président. Les Congolais debout, quel regard vous portez sur la formation de cette plateforme? Et si vous êtes demandé de porter un choix sur l'une d'elles, allais-je dire, vous porterez votre choix sur quelle plateforme? Alors, il y a deux parties dans votre question. La première chose, c'est très important de considérer que les Congolais debout, nous ne sommes pas dans la sphère politique. Nous ne sommes pas des politiciens. Les politiciens ont pour objectif de conquérir le pouvoir. Nous, au niveau des Congolais debout, ça n'est pas, même s'il y a certains qui aimeraient bien prêter des intentions, ça n'est pas notre objectif. Nous avons un combat sur des principes et non pas sur des personnes, et nous ne sommes pas là pour essayer de présenter ou d'être élus sur la base d'un projet. Donc ce que vous faites, c'est du bénévolat. Vous faites du bénévolat pour que les gens se retrouvent au pouvoir. Vous sortez des moyens, de l'argent pour que les gens se retrouvent et que vous ne gagnez rien. Je ne sais pas comment vous voyez l'engagement public, mais je ne le vois pas du tout en ces termes-là. Je ne pense pas que la seule raison pour quelqu'un de s'engager pour les autres, ça doit forcément être pour essayer de récupérer un bénéfice personnel. Moi, ma question fondamentale, c'est la deuxième partie de votre question, c'est est-ce que vous êtes favorable à telle ou à telle tendance ? Mais je vais vous répondre. Aujourd'hui, si je suis favorable, par exemple, aux idées que porte ou que pourrait défendre M. Katumbi, il y aurait plusieurs aspects qui seraient des préalables. Le premier, c'est d'abord qu'il puisse être candidat. Deuxièmement, c'est qu'il puisse faire une campagne et présenter son projet. Il ne s'agit pas, et j'aimerais justement, nous nous battons pour une culture citoyenne, là on va sortir juste de défendre un individu parce qu'il vient de mon coin, ou parce que c'est mon ami, ou parce qu'il m'a donné un t-shirt. Nous pensons que le Congo vaut mieux que ça, et la manière qu'on va pouvoir réformer radicalement le Congo, ça va être justement de changer notre rapport à l'élection. Donc je vous réponds en vous disant, vous me posez une question qui est imaginaire aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas aujourd'hui les préalables dont parlent les accords de la Saint-Sylvestre. Vous savez, les communicateurs de la majorité disent toujours « oui, mais c'est appliqué à 80%. » Non. Les accords, soit c'est respecté, soit c'est violé. 80% respecté d'un accord, ça veut dire violé. Et en l'occurrence, les accords de la Saint-Sylvestre sont violés. Okay ? C'est pas la première fois que la MP et le camp de Kabila, de M. Kabila, nous habituent à violer leurs accords. Mais là, en l'occurrence, il faut qu'on appelle un chat un chat. Donc moi, ce pourquoi je me bats, ça n'est pas pour qu'un tel ou un tel soit élu, c'est pour que les Congolais aient l'opportunité de poser toutes les questions et en toute liberté et en toute connaissance aient l'opportunité de faire leur choix. Un mot sur le conclave de Moïse Katumbi. Depuis qu'il y a eu ce conclave et cette sortie médiatique de Katumbi, on sent un repli de plus en plus du côté du syndicat de Kolo. Écoutez, je vous laisse vraiment l'autorité sur les commentaires ou sur les analyses à faire par rapport à ça. Moi, je pense que nous sommes des forces qui sont différentes. Il se trouve qu'on a en commun une volonté de changement et une volonté de transformer la dictature qui est aujourd'hui la RDC dans une véritable démocratie. Et donc moi, je me bats personnellement pour que M. Katumbi, mais aussi tous les autres candidats, le professeur Matungoulou et même demain éventuellement candidat du PPRD ou de la majorité présidentielle, puissent faire ce combat d'idées qui est une campagne électorale, qui est une grande fête de la démocratie et qui permet de renforcer une nation. Monsieur Syndicat, mais quel rapport vous avez avec Moïse Katumbi? Quelle relation que vous avez avec Katumbi? Vous êtes ensemble? Vous soutenez? Vous allez soutenir sa candidature? Soyez pas de langue de bois. J'ai déjà fait des commentaires publiquement sur tel ou tel aspect de la personnalité ou de ses idées ou de sa vision que je trouvais particulièrement intéressant. Mais je ne suis pas ici en tant qu'initiateur des Congolais debout pour dire votez pour A ou votez pour B. Ça n'est pas ce que nous faisons. Nous sommes un mouvement citoyen. Ce que je dis, c'est que je me battrai pour que M. Katumbi ait le droit de rentrer dans son pays et de présenter son projet pour demander au peuple congolais de le sanctionner favorablement. Vous avez quel rapport avec Katumbi? J'ai des rapports d'amitié personnelle qui ne lient pas les Congolais debout. J'ai l'impression que vous essayez de me dire que les Congolais debout seraient une sorte de bras civil de la nouvelle plateforme de Moïse Katumbi. Il ne s'agit pas de ça. C'est exactement comme si vous me disiez que les Congolais debout, parce que nous travaillons avec le comité laïque de coordination, nous sommes le bras secret de l'Église catholique. Il ne s'agit pas de ça.
Donc les questions de mes relations personnelles avec Moïse Katumbi, elles ne sont pas à propos, c'est du domaine du privé, il ne s'agit pas du domaine aujourd'hui du public, de ce qui nous intéresse. Et comme vous savez, les Congolais debout, c'est un mouvement qui est apolitique, c'est fondamental que ce soit un mouvement apolitique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans les Congolais debout, il y a des gens qui sont de diverses sensibilités politiques. Je ne suis pas, moi, en tant qu'initiateur, le bienvenu pour commencer à donner des consignes de vote ou à essayer de dire, maintenant au Congolais debout, nous allons promouvoir ceux qui aiment le bleu et pas ceux qui aiment le rouge. Il ne s'agit pas de ça. Donc ne me faites pas dire, ne m'amenez pas dans un terrain qui n'est pas le terrain des Congolais debout, s'il vous plaît. Moi, je ne me bats pas pour des individus, je me bats pour des principes. Donc le centre, mon point d'intérêt, c'est les valeurs, les principes, une certaine idée du Congo, une certaine idée du Congolais. Alors, le problème, c'est lorsqu'on a ces appels, on assiste à des scènes horribles, hein, des églises gazées, des fidèles dispersés à coups de balles réelles, des choses inimaginables. Nous avons des morts, vous avez tantôt parlé de Deschade, de Rossi, de Hussein Gandou, de Benjamin Moudiela, ils sont nombreux ici. Quelle est votre analyse sur la manière dont sont réprimées les marches ici en République démocratique du Congo? Et est-ce que selon vous, il faille continuer sur la même lancée ou qu'il ne faut pas changer de stratégie? Je pense qu'il est normal qu'aujourd'hui que l'accord est foulé aux pieds par le camp du président Kabila, par la majorité, que le CLC appelle aux moyens que la Constitution met à la disposition des citoyens, qui est de faire échec à ce plan-là, non seulement de se maintenir au pouvoir le plus longtemps possible, mais en plus à voler les élections, le droit des Congolais de choisir leurs dirigeants. Vous êtes en train de faire un travail en profondeur sans pour autant nous dire quoi exactement. La question, c'est de savoir c'est quoi exactement. Ce travail en profondeur a produit quoi? On veut savoir. D'abord, par définition, une stratégie... Vous savez, quand vous jouez une partie d'échecs, le principe, ce n'est pas d'expliquer votre stratégie à votre adversaire, sinon il va vous battre, n'est-ce pas? Donc ça, c'est le premier principe. Le second principe, c'est qu'effectivement, vous savez, moi, ma famille... par le biais d'une amitié entre mon père et son père, était très proche de Jean-Pierre Bemba. Jeannot Bemba était très proche de Augustin de Colo, mon père. Jean-Pierre, c'est quelqu'un, effectivement, que je considère de ce point de vue-là, quelqu'un d'assez proche du point de vue, entre guillemets, familial, des relations familiales. Je ne comprends pas, je ne m'explique pas comment il est possible que Jean-Pierre n'a pas vu mourir son père, n'a pas vu grandir ses enfants, même s'il avait commis des crimes répréhensibles ou qu'il ait pu devoir en assumer la responsabilité. Je ne m'explique pas comment il est possible qu'il n'a jamais mis un pied en RCA et que lui est à La Haye et qu'aujourd'hui, on a des témoignages, mais par centaines, sur des crimes, des abus, d'une nature mais d'une gravité sans précédent. Aujourd'hui, vous avez quelqu'un comme Gédéon Kyungu qui habite dans une résidence qui est organisée par le pouvoir à Lubumbashi. Comment est-ce que c'est possible? Quelqu'un dont on sait qu'il a commis des crimes les plus horribles, des sacrifices humains, des cas de cannibalisme, et on n'en parle pas, ça ne choque personne. Et nous pensons au niveau des Congolais debout qu'il est très important que, à la fois au niveau intérieur, on fasse un travail de préparation et justement de revoir la stratégie, et qu'au niveau extérieur, on mette en place une vraie dynamique pour que, enfin, lorsque il y a 500 personnes qui meurent en un week-end au Kasaï ou à Beni ou dans l'Ituri, que les gens prennent acte et qu'il y ait des conséquences. Parce que tant que régnera l'impunité et que pour tout le monde, la vie d'un Congolais, ça ne vaudra rien du tout, eh ben, on n'aura jamais suffisamment de pression pour dissuader les gens. Ça, c'est aussi le combat et la stratégie que nous voulons animer au niveau international. Vous savez, nous, au niveau des Congolais debout, nous sommes, pour une très grande majorité, signataires du manifeste du citoyen, dans lequel nous déterminons qu'effectivement nous sommes dans la situation prévue par la Constitution, c'est-à-dire que M. Kabila est en train de se maintenir. Manifeste du citoyen,
Vous avez dit Kabila est scellé, mais Kabila continue encore. On est en 2018. Hein. Peut-être du pipeau, comme le disent ceux de la majorité. Le manifeste du citoyen n'est pas un grimoire magique. Là où vous pouvez faire une incantation et il se passe des choses dans la réalité. Non. Un manifeste, ça veut dire que vous vous déterminez autour d'un principe et avec un objectif. Et il est fondamental que le droit et l'administration précèdent les faits, que le concept précède le fait. Le concept, quel est-il? C'est que dans notre Constitution, nous sommes protégés. Notre liberté, notre dignité est protégée dans notre Constitution. Et personne au Congo qui se réclame être congolais n'est au-dessus de la Constitution. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous considérons dans notre Constitution que, par rapport à notre Constitution, que M. Kabila se maintient au pouvoir par la force et en violation de la Constitution. Stop à la dictature. En fait, les accords de la Saint-Sylvestre disent on arrête. C'est très important. Laissez-moi resituer le contexte historique. Ce qui s'est passé, c'est le régime de M. Kabila était sur le point de basculer. Je vous rappelle, en décembre 2016, la population était dans la rue et tout le monde a dit Kabila est scellé. Donc les gens étaient prêts à en découdre. Et on a préféré trouver une solution qui était pacifique. Et lui-même a dit non, s'il vous plaît, ne vous énervez pas, on va négocier, on va parler. De là est né l'accord de la Saint-Sylvestre. L'accord de la Saint-Sylvestre, si on doit le résumer en une seule phrase, il dit, Monsieur Kabila, vous pouvez rester, on va vous protéger de la fureur de la population, mais à une condition, c'est fini la dictature. Maintenant, c'est la démocratie jusqu'aux élections. Et donc ça veut dire qu'aujourd'hui, M. Kabila continue à dire non, on va continuer la dictature et on va utiliser la Saint-Sylvestre, les accords de la Saint-Sylvestre, comme une référence vague et floue. Je vous rappelle que les accords de la Saint-Sylvestre à l'époque, il faut rendre hommage quand même aux politiciens quand les politiciens sont courageux. Je vous rappelle que l'accord de la Saint-Sylvestre pouvait être bloqué par Moïse Katumbi. Et n'importe quel politicien, comme nous on les connaît beaucoup souvent au Congo, je ne veux pas faire d'amalgame et moi j'ai trop de respect pour la politique. Moïse Katumbi à l'époque, je le souligne, a dit « Ne faites pas de mon cas quelque chose qui va bloquer la machine ». Donc ils sont mis d'accord pour que les évêques de la Senko puissent aller gérer le cas de Moïse Katumbi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont remis un dossier quelques mois plus tard qui a prouvé par A plus B que la condamnation de Katumbi n'avait qu'un seul objectif. C'était prendre un cas complètement farfelu pour l'empêcher de se présenter aux élections. De la même manière qu'aujourd'hui, on nous dit il n'est pas congolais, ou qu'on nous dit il y a des secrets, il y a des histoires, on se rend bien compte que tout ça, ça n'a qu'un seul objectif, c'est qu'il ne puisse pas se présenter aux élections, la raison pour laquelle on a essayé de l'intimider, on a essayé de le tuer, etc. etc. S'il n'y a pas élection cette année, qu'est-ce qui arrive? Alors déjà, je vous prends à témoin, je n'ai pas une boule de cristal, mais je vais vous dire deux choses. D'abord, il n'y aura pas d'élection, même truquée cette année, et deux, nous ne pouvons pas, sous prétexte que nous avons besoin d'élections, nous laisser prendre dans le piège de faire des élections à la sauce Kabila. Excusez-moi un peu de l'image un peu vulgaire, mais il faut bien que les gens comprennent que ce qu'on est en train de nous préparer le 23 décembre, ça n'est pas des élections. C'est quoi? Notre Constitution définit ce que sont des élections. Des élections, c'est effectivement un cadre dans lequel les citoyens congolais sont libres, dans lequel ils ne sont pas intimidés, dans lequel ils peuvent choisir, c'est-à-dire dans lequel les candidats peuvent faire campagne. Est-ce que c'est ça le cas aujourd'hui au Congo? Non. Tous les opposants sont soit achetés, soit intimidés, soit en exil. Dans ce cadre-là, ou soit même pour certains, malheureusement, à l'article de la mort. S'il n'y a pas élection, répondez à ma question, s'il n'y a pas élection, qu'est-ce qui arrive? Mais d'abord, le combat continue. Notre combat pour les élections, je vous dis encore, le combat n'est pas contre M. Kabila. Notre combat, il est pour un principe. C'est le droit des Congolais à avoir des vraies élections. Un peu obscur. Oui, monsieur Syndicat, mais je veux que vous soyez précis. Ma question est précise. S'il n'y a pas élection, qu'est-ce que le Congolais de vous fait? Votre question n'est pas précise. En 30 secondes, il faut qu'on passe à autre chose. Vous faites quoi? Je pense effectivement que si les élections n'ont pas lieu le 23 décembre, si les vraies élections n'ont pas lieu le 23 décembre, je pense que
les catholiques ne pourront pas accepter de continuer à suivre M. Kabila dans cette folie kamikaze. Je pense que la communauté internationale et les pays de la sous-région n'accepteront plus une rallonge supplémentaire. Je vous fais remarquer d'ailleurs que, comme d'habitude, ils ont commencé déjà à semer un peu des petits indices pour préparer un peu l'opinion publique, en disant que, je crois que c'est M. Chadari qui a déjà commencé à dire qu'il y aurait peut-être un petit retard. Lorsque vous avez 2 ans de retard et des millions de morts qui sont, je ne dis pas que vous les avez tués de vos mains, je dis que c'est la responsabilité de la situation de non-État et de la fragilisation de l'État en République démocratique du Congo. Donc vous avez une responsabilité, vous comme responsable politique qui avez été aux affaires depuis 17 ans, vous portez la responsabilité morale de 2 choses l'autre. Soit vous êtes coupable, soit vous prenez acte et vous démissionnez. Comme je sais que M. Kabila ne va faire ni l'un ni l'autre, je pense qu'on va arriver effectivement à une situation de blocage total et qu'on va retourner à la situation de décembre 2016, là où effectivement la population va devoir faire un arbitrage et se prendre en main pour dire non, le bien-être et les biens acquis par M. Kabila et sa famille sont moins importants que la dignité, l'intérêt et la liberté de tout un peuple. Juste en 30 secondes, reprenez-moi pour qu'on prenne le dernier dossier. Juste en 30 secondes. C'est par extraordinaire, il y avait une transition. Qui serait, selon vous, la personne la mieux indiquée à la diriger ? Encore une fois, politique fiction. Vous savez, c'est très difficile de s'aventurer dans ces marécages-là. Il faut faire de prévention dans la vie. Je pense qu'au-delà des personnes, ce sur quoi on peut travailler, c'est certains principes. Oui, monsieur Syndicat, dites-moi, si transition il y avait... À des questions de science-fiction, c'est difficile d'avoir des réponses scientifiques et précises. Moi, je pense que c'est pas tellement la question des animateurs. Évidemment qu'il faudrait des animateurs qui soient des gens qui soient pas des gens qui soient assoiffés de pouvoir. Évidemment. Bon, certains parlent de Mukwege, les autres parlent de Monsengo. Vous parlez de qui ? De conscience, c'est-à-dire qui dans les gens qu'on connaît pourrait réunir ces qualités. 1. Quelqu'un qui n'est pas avide de pouvoir. 2. Quelqu'un qui n'a pas les mains sales, qui n'a pas contribué à cette indignité que connaît le Congo depuis qu'on n'a pas eu d'élection. 3. Quelqu'un qui ne veut pas utiliser cette opportunité pour pouvoir se lancer dans sa vie politique et éventuellement ensuite gagner des élections pour ne pas être suspect d'être quelqu'un qui pourrait avoir envie de tricher. 4. Quelqu'un qui a les capacités de déstabiliser le pays. C'est compliqué. Quand vous avez vécu 17 ans d'une dictature, vous savez que l'armée est complètement infiltrée, les services de sécurité pareil, l'administration pareil, la justice pareil, au service d'une seule personne. Il ne m'appartient pas à moi aujourd'hui de vous accompagner dans la politique fiction et commencer à donner des noms parce qu'on est là en train de parler vraiment d'un futur qui est hypothétique. Et si vous me permettez juste un commentaire, je pense que cette manière de penser est contre-productive parce qu'elle tend à faire croire aux Congolais que les cieux vont s'ouvrir et que va nous arriver du ciel une solution tout de suite. Nous, au niveau des Congolais debout, nous affirmons que le Congo sera uniquement ce que nous, ses fils et ses filles, seront capables d'en faire. Alors, vous parlez plus du comité laïque de coordination. Vous prenez enfin le chemin de la paix avec l'Église en vous rangeant du côté du comité de laïque de coordination. Mais beaucoup vous voyez plutôt ici comme un libérateur armé. D'aucuns estimaient que vous allez emmener la rébellion pour bouter hors ceux qui tuent la population. Comment vous réagissez par rapport à ça ? Je me dis que peut-être il faut que nous, les Congolais, on sache un peu mieux ce qu'on veut. Aujourd'hui, il y a des dizaines de groupes armés, nationaux, un peu mixtes, plus ou moins étrangers, qui se battent sur notre territoire. Est-ce qu'il nous faut plus de ça, plus de destruction, ou est-ce qu'au contraire, il faut qu'on s'écarte de ça et qu'on sorte de ça ? Aujourd'hui, nous sommes à un croisement de notre histoire de la même manière que, rappelez-vous, un des moments fondateurs pour moi, du Congo, de ce pourquoi nous nous battons, de cet esprit, c'est le discours de Patrice Emery Lumumba le jour de notre indépendance. Ce 30 juin 1960, il a eu le courage d'affronter les gens qui juste là étaient nos maîtres. La symbolique du roi, il a eu le courage. Et ce jour-là, c'est peut-être un des jours de notre histoire où nous avons été les plus dignes.
Aujourd'hui, nous risquons de nous retrouver dans une situation qui sera de cette même nature. Il est important que nous nous inspirions de nos héros nationaux pour être à la hauteur. C'est ça la hauteur qui nous est demandée. Moi, je crois fermement que dans l'histoire des nations, il y a des moments clés là où les nations elles méritent leur destin, elles embrassent leur avenir, elles embrassent leur destin, et je suis intimement persuadé que dans les mois qui viennent, la RDC va se retrouver dans cette situation-là. Nous, au niveau des Congolais debout, nous nous préparons à ce moment-là. C'est un moment qui est difficile, vous savez, quand vous n'êtes pas face au feu, quand vous n'êtes pas face au danger, vous pouvez dire « je suis courageux, je suis courageux ». Mais le jour où il va falloir faire face, il faudra que nous tous, nous serons là, nous nous y préparons et nous marquons un rendez-vous à M. Kabila. Nous nous battrons pour défendre une idée de la dignité congolaise jusqu'au bout. Et vous ne pourrez pas tous nous arrêter et vous ne pourrez pas tous nous tuer. Oui, M. Sindika, c'est bien beau tout ce que vous dites, mais d'aucuns estiment que cette position, certains se posent des questions, si cette position aujourd'hui n'est pas due à la reconfiguration politique actuelle en Angola, avec en toile de fond le changement de régime qui fait que, le soutien peut-être que vous auriez pu bénéficier a changé. Vous savez, les gens peuvent penser ce qu'ils veulent. Les gens pensaient à l'époque que j'avais une espèce de solution armée secrète en Angola. Parfois, aussi nos compatriotes, ils ont aussi l'imagination fertile, il faut les comprendre, et ils sont dans une situation de désespoir aussi parfois. Vous savez, j'ai le sentiment que mon père, qui est enterré à Mbazangou, où je lui dois de me battre, de mettre toutes mes énergies pour léguer à nos enfants un Congo qui est meilleur que celui que lui et sa génération ont réussi à nous léguer. Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Lorsqu'on parle d'Angola, États-Unis, Rwanda, Ouganda, que sais-je encore, moi, je pense personnellement, c'est vraiment une conviction profonde, que dans la vie, on n'a que ce qu'on mérite. Que dans la vie, on ne peut récolter que ce qu'on a semé. Si demain, vous allez demander à une armée étrangère de venir pour régler les problèmes qui vous incombent à vous, vous devez bien comprendre que vous ne serez plus le maître chez vous. Si vous avez des problèmes dans votre maison, avec vos enfants, avec votre femme, et que vous appelez votre voisin pour venir faire le travail du maître de maison ou du chef de la maison, il ne faut pas vous étonner ensuite quand un jour en rentrant du travail, vous allez retrouver lui chez vous qui a pris votre maison. Et donc aujourd'hui, je pense que c'est un exercice très important pour les Congolais, pour mes compatriotes, qu'on comprenne que non seulement le changement en RDC dépend de nous, mais en plus que nous nous rendions compte de la force que nous avons. Vous savez, les Congolais ont été chosifiés, les gens sont démoralisés. Ils se disent, mais pourquoi je vais me battre pour un politicien quand on voit ensuite comment ces gens-là se traitent? On leur donne, on les investit d'une mission sacrée et eux vont pour aller boutiquer des histoires pour de l'argent ou pour des postes et les gens sont découragés et ne savent plus à quel saint se vouer. C'est là où moi j'envoie un message à tous les gens qui se rendent compte que nous allons dans le mur, qui souffrent de l'indignité et la clochardisation dans laquelle ce régime nous a plongés et qui en même temps se disent nous ne pouvons pas accepter. Moi je les invite, venez, rejoignez-nous, que vous soyez dans les Congolais debout ou que vous soyez à l'extérieur, que vous ayez une sensibilité politique ou une autre. Chez nous, il y a des gens de toutes les sensibilités politiques. Très sincèrement, je suis même persuadé qu'il doit y avoir peut-être des kabylistes à l'intérieur, ou peut-être des kabylistes qui ont une certaine idée de ce que M. Kabila a pu être ou devrait aujourd'hui être. Donc cette hypothèse que le Congolais avait de voir un syndicat armé qui viendrait, il faut carrément la bannir, l'oublier. Je ne sais pas dans quelle langue est-ce qu'il faut que je le dise, je ne maîtrise pas toutes les langues nationales, peut-être tout le monde ne me comprend pas. Nous sommes un mouvement non violent. Je pense que ce qu'il faut aujourd'hui au Congo, ça n'est pas plus de violence, mais moins de violence. J'entends souvent les gens dire oui, donnez-nous des armes, mais le jour là on vous demande d'aller juste faire une manifestation pour réclamer votre droit à votre salaire ou votre droit à vos élections ou à vos droits, là vous ne venez pas. Alors je me demande aussi, parfois les gens disent des choses qui ne sont pas tellement réalistes. Maintenant, je vous dis très sincèrement, je profite de votre tribune, de la tribune que vous m'offrez pour le répéter, je ne serai pas jamais
dans un mouvement armé. Je ne crois pas dans cette solution-là. Je ne baisserai pas les bras, je continuerai à me battre le temps qu'il faudra. Il y a des gens qui se sont battus. Quelqu'un comme Étienne Tshisekedi, il faut lui rendre hommage. C'est un grand personnage, un grand défenseur de la démocratie dans notre pays. Il est mort un peu comme Moïse sans avoir atteint la terre promise. Est-ce que ça rend son combat moins important? Est-ce que ça rend son combat moins digne? Est-ce que ceux qui étaient avec lui et qui aujourd'hui ont franchi le Rubicon et sont allés se nourrir de lait et de miel dans le paradis kabyliste, est-ce que eux, ils laisseront une vraie marque historique dans notre pays? Ou est-ce que c'est Étienne Tshisekedi qui va lui laisser une marque indélébile dans notre... Est-ce qu'on doit prendre comme référence morale Étienne Tshisekedi ou ceux de ses collaborateurs qui ont trahi son idéal? Moi, je reste persuadé qu'on doit s'engager. Et quand on s'engage pas en disant « si j'arrive pas l'année prochaine, alors je vais changer mon fusil d'épaule ». Le succès de la lutte, c'est la détermination. Et la détermination, c'est la constance. Et c'est ça, nous, notre projet. Derrière un grand homme se cache une grande dame. Le rapport que votre épouse, Madame Elisabeth dos Santos, est d'un apport important dans votre combat. Quel est votre commentaire? Alors, mon premier commentaire, c'est que son prénom, c'est Isabelle et non pas Elisabeth. Isabelle, oui, excusez-moi. Non, je vous en prie, je vous taquine parce que d'habitude, c'est vous qui indisposez vos invités. Donc là, au nom de tous vos invités que vous avez maltraités, je me venge un peu, en vous mettant un peu mal à l'aise. Je vous le conseille. Non, c'était juste pour vous taquiner. Non, vous savez, bon, ça reste du domaine du privé, évidemment, mais vous savez, pour moi, la famille, c'est quelque chose de très fondamental. Il ne s'agit pas seulement de mon épouse, mais il s'agit de mon cadre familial, il s'agit de mes enfants. Vous savez, moi, j'ai perdu malheureusement mon papa à l'époque, ça fait plus d'une quinzaine d'années. Pour moi, mon beau-père est devenu comme un père de substitution. C'est aussi des hommes qui ont contribué à écrire l'histoire, à écrire l'Afrique. Et aujourd'hui, c'est ça qui doit être le défi de cette génération de Congolais. Alors, est-ce que la mise à l'écart dans les affaires et ces mêlées judiciaires, hein, je parle ici de Madame Isabelle, ne constitue pas un handicap aujourd'hui pour votre combat? Non, sincèrement, il n'y a rien à voir. Moi, je suis engagé en tant que citoyen dans un mouvement. Il n'y a pas ni ici une vision familiale, ni une vision sous-régionale. Vous savez, moi, je suis très jaloux de ma congolité. Vous êtes congolais, c'est une affaire des Congolais. Vous n'avez pas d'origine douteuse pour que demain on sorte une nationalité, parce qu'ici les gens sont spécialistes dans les nationalités. Hein. Vous savez, je pense que la très grande force du système de broyage de la Kabylie, c'est justement pour arriver à sortir le débat des choses importantes et rentrer dans les choses accessoires et farfelues. Soyons clairs, M. Kabila a été président du Congo depuis plus ou moins 16 ans. Il est clair que M. Kabila n'habitait pas au Zaïre. Il n'a jamais eu de passeport zaïrois. Est-ce que vous voulez me dire qu'il n'a jamais eu de nationalité ou il n'a jamais eu de papier d'identité? On n'en a pas fait un problème, il est là. On parle de Katumbi. Lorsque M. Katumbi était en train de travailler, et c'était un des seuls dans la majorité présidentielle, un des rares qui a réussi à présenter un bilan et à faire quelque chose au Katanga que même ses détracteurs lui reconnaissent. Comment est-ce possible? Est-ce que ça trompe quelqu'un que, alors que lui était en train de travailler pour que justement la majorité puisse présenter un bilan, personne n'a levé ce problème-là, et qu'aujourd'hui, subitement, parce qu'il a des ambitions qui pourraient faire ombrage à M. Kabila, on commence à dire qu'il n'est pas congolais, il n'est pas éligible, c'est un voleur, c'est un voyou. Ça ne trompe plus personne. Vous savez, vous pouvez tromper une personne une fois, vous ne pouvez pas tromper 1000 fois 1000 personnes. Et là, je pense qu'on est arrivé à ce stade-là dans la Kabylie, là où, même s'ils ont des grands communicateurs, sincèrement, quelqu'un comme Lambert Mende, c'est un grand communicateur, même si parfois, vous vous rendez compte qu'il a de plus en plus de mal maintenant à convaincre qui que ce soit. Et quand ces gens passent à la télé, les gens ou éteignent ou changent de chaîne parce qu'ils ont trop parlé. Vous le suivez souvent, Lambert Mende, vous le suivez souvent? Évidemment, si je vous disais aujourd'hui, oui, je suis... regardez, le jour où j'ai commencé à dire, voilà, je pense que c'est pas normal, M. Kabila doit
partir, évidemment, on m'a trouvé des affaires judiciaires. Vous savez que j'ai été condamné au premier niveau. Je dois avoir une dizaine d'affaires judiciaires, plus bidons les unes que les autres, qui sont comme des épées de Damoclès pour essayer de me faire taire ou de m'intimider. Le juge qui m'a condamné dans des conditions complètement incroyables, inacceptables, indignes d'un état de droit, vous savez qu'il a été attrapé comme quoi il n'a même pas un diplôme de droit. Oh, c'est vrai ça? Je vous l'affirme, vous êtes au courant qu'il y a eu plusieurs cas scandaleux oui, il y a des cas avec Mwamba qui renvoient à la prison de Makala ici. Le juge qui m'a condamné, moi, n'a pas de diplôme de droit. Donc il a été radié. Mais au Congo, vous voyez ce qu'est un état de droit, le Congo c'est la définition du contraire d'un état de droit. Donc tout ce qui constitue un état de droit, vous le mettez en négatif, et c'est ça aujourd'hui qui est devenu la RDC. On ne peut pas nous dire maintenant qu'on ne peut pas parler du Congo, des Congolais et de l'avenir de notre pays, parce qu'on doit passer trop de temps à regarder les passeports des gens, ou où est-ce que vous étiez, ou qu'est-ce que vous avez fait, ou leur mettre des affaires bidons. On ne peut pas distraire le Congo du grand rendez-vous historique de ces élections-là. Ils n'y arriveront pas, et nous nous assurons qu'ils n'y arrivent jamais. D'accord. Dans l'affaire Kamwina Nsapu, on a vu les Congolais comment ils étaient dans une situation difficile, des réfugiés venus en Angola. Vous avez tendu la main à ces Congolais. Un acte, un sens élevé d'altruisme ou de l'opportunisme par rapport à la vie? J'imagine que vous vous doutez bien que je ne vais pas vous répondre par la deuxième hypothèse. Vous savez, parfois les gens me demandent mais pourquoi est-ce que vous ne faites pas ça, pourquoi est-ce que vous ne faites pas ça? D'abord, il faut savoir que tout ce que je fais dans ma vie n'est pas dans le domaine public. J'ai depuis des années et des années plusieurs associations, je travaille avec des associations caritatives, je n'ai pas à me justifier ou à dire voilà mais regardez je suis une bonne personne, je suis généreux, mon père l'a fait pendant toute sa vie, il y a des gens qui peuvent en témoigner, pour moi c'est une question d'éthique et de morale, je pense que c'est important lorsque vous avez eu la grâce d'avoir du succès dans vos entreprises, dans vos projets, que vous puissiez aussi redonner à la société, et notamment à ceux qui ont le plus besoin. Mais là, en l'occurrence, dans le cas de Kamwina Nsapu, je pense et des réfugiés qui étaient dans le nord de l'Angola, je pense que la chose la plus importante était la suivante. Moi, personnellement, j'ai expérimenté, je me suis rendu sur place et j'ai parlé avec les malheureux. J'ai parlé avec les Angolais qui étaient en train de les encadrer, essayer de les aider et les soulager un tant soit peu. Et j'ai été choqué, j'ai été traumatisé par les choses que j'ai vues et entendues. Des enfants de 2 ans, 3 ans qui sortent de la brousse tout seuls. Et les Angolais disent, on en a récupéré une dizaine, un par un, et on imagine qu'il y a peut-être 10 fois plus qui sont allés dans d'autres directions et qui sont perdus. Des petits-enfants de 2-3 ans mangés par des bêtes sauvages. Il y a eu des gens que j'ai vus, je n'en ai pas entendu parler, j'ai vu des gens qui avaient les mains coupées et des gens qui avaient les pieds coupés. Et ils m'ont raconté comment, quand M. Cheikh Okitundu a essayé d'aller se rendre sur place, les militaires angolais ont dû le protéger parce que la population voulait le caillasser à mort. Il a dû s'enfuir et ils ont dû le protéger, il a dû s'enfuir. Alors, toute cette situation-là, que moi je ne pensais pas qu'il était possible aujourd'hui. Surtout, juste un point qui m'a beaucoup choqué, ça fait partie d'un rapport, je crois que la FIDH a publié, mais quelque chose que j'ai aussi, moi, recueilli comme un témoignage direct. Les villageois qui étaient donc réfugiés en Angola m'ont dit que les Kamwina Nsapu, qui sont venus les terroriser, ne parlaient pas Chiluba, ils parlaient Swahili. Tout ça, ça constitue des éléments de preuve sur lesquels les ONG habilitées sont en train de travailler et sur lesquels il faut bien que le pouvoir se rende compte que ce sont des crimes imprescriptibles. Un jour, ils vont devoir s'expliquer tout ça. Cette fuite en avant, là, maintenant, ça ne sert à rien. Oui, syndicat, mais le problème aussi, c'est que les Congolais se disent ici, quand ils ont vu cet acte, quand les Congolais étaient aussi victimes en Angola, bastonnade, refoulement et tout, on a cherché syndicat en ce moment-là, il se l'a coulé douce quelque part. Vous savez, c'est un procès un peu difficile à faire. Vous, pendant que les Congolais sont en train de souffrir, vous faites quoi? Si vous posez cette question aux uns aux autres, on est tous Congolais ici. Oui, mais syndicat, c'est quand même un Congolais. Allez demander à M. Kabila à un certain niveau là-bas en Angola. Ça coule douce.
dans son palais présidentiel avec sa sécurité, pendant que les Congolais sont en train de mourir de faim, sont en train de mourir, nos hôpitaux sont en train de se transformer en mouroirs. C'est lui qui a la responsabilité du bien-être des Congolais. Moi aujourd'hui, s'il faut présenter les bilans et dire voilà, moi les moyens que j'ai dépensés par solidarité vis-à-vis de mes compatriotes, d'abord je pense que ça manquerait d'élégance et je pense que ça serait un exercice qui serait contre-productif. C'est pas la question. C'est pas la question. Vous savez, quand quelqu'un fait quelque chose de positif, il ne faut pas dire oui, mais pourquoi est-ce que tu n'as pas fait quelque chose de positif? Personne n'est omniscient, personne n'est omnipotent à part le bon Dieu. Syndicat, deux petites questions et je chronomètre puisque nous sommes en train de finir cet entretien. Deux petites questions. Première, vous avez, résumez-vous, faites comme si vous étiez dans un débat présidentiel. Vous résumez 1 minute 30, vous avez 90 secondes pour répondre à cette première question. La RDC est en grande partie constituée de jeunes. Ces jeunes-là, ils étudient, ils terminent, ils n'ont pas de travail. Déjà, ils étudient dans des situations difficiles. Lorsque le plus rare parmi eux crée des petites structures, ils sont vilipendés. Ceux qui mettent dans la rue les cabines téléphoniques qu'on appelle ici, on les casse. Leurs mères qui débrouillent, forment des fonctionnaires ici, qui créent des structures, on les jette par terre. La situation ici est catastrophique. Ce qui fait que tous les Congolais, jeunes la majorité, lorsqu'on parle de développerie ou une chance de quitter le pays, tout le monde part. Personne ne reste. Syndicat Dokolo, comment résorber cette situation pour que le Congolais, les jeunes, restent dans leur pays et qu'ils fassent beau vivre ici? Que faut-il faire? Alors, si vous permettez, Peter, je vais peut-être commencer par votre deuxième question. Parce qu'effectivement, nous sommes un pays jeune. Nous sommes un des pays les plus jeunes de la planète. Et vous savez, dans n'importe quel pays, la jeunesse est une force. Mais aujourd'hui, au Congo, notre jeunesse, elle est mal formée. Elle est clochardisée, on essaye de la corrompre, on ne sème pas en elle les vraies vertus qui sont nécessaires à l'édification d'un grand pays. Donc notre jeunesse est mise dans l'incapacité de jouer son rôle qui demain va nous permettre d'avoir un pays plus beau et un pays meilleur. Pour moi, il est important que nous fassions un vrai bilan. Pourquoi ? Parce que lorsque vous vous contentez de dire Kabila est méchant, il est mauvais, il faut le changer. Mais que vous ne vous attachez pas à comprendre la racine du mal. Pourquoi est-ce que 20 ans après s'être débarrassé de Mobutu, on se retrouve dans la même situation en train d'essayer de se débarrasser de Kabila, qui est une expression moderne de Mobutu de la fin des années 90. Moi je pense que c'est parce que nous ne nous sommes pas remis en cause. Nous n'avons pas fait notre bilan réel, notre analyse de conscience réelle. Et c'est pourquoi nous, au niveau des Congolais debout, nous défendons une idée qui est très forte, qui est l'idée de la réforme radicale. Il y a des gens qui disent « oui, vous êtes révolutionnaire ». Non. Nous pensons qu'il est important que tous les Congolais commencent à penser l'avenir. Nous devons penser, nous devons revoir la manière dont nous fonctionnons. Et vous m'avez demandé de faire 1 minute 30 sur presque un discours présidentiel. Vous essayez encore de me piéger parce que je ne suis pas candidat. Ma vocation, ce n'est pas d'être président. C'est pas est-ce qu'il vaut mieux Kabila ou est-ce qu'il vaut mieux Katumbi ou est-ce qu'il vaut mieux Syndicat ou est-ce qu'il vaut mieux Félix ou est-ce qu'il vaut mieux Vital. Poser la question. Ça, c'est continuer dans la même chose. Là, on va continuer à avoir la sphère politique qui évolue quelque part en l'air et la réalité qui est au sol, qui n'est pas affectée, là où les politiciens ne font pas le travail qu'ils devraient faire. Alors, pour répondre à cette question du grand message. Le grand message, c'est le Congo sera ce que nous, les Congolais, nous arriverons à faire dans les mois prochains. La démocratie, la liberté, la dignité, ça se mérite et ça se conquiert. Et il faut la mériter, il faut être brave, il faut être courageux, il faut être déterminé, il faut être engagé. On ne peut pas être aujourd'hui Congolais et rester les bras croisés et dire je vais attendre de voir le train qui passe et voir si éventuellement il y a quelque chose qui va m'apporter avec la chance, ou on ne peut pas non plus aller se mettre dans un groupe religieux et penser que parce qu'on prie, les choses vont se décanter ou vont se faire par soi-même. Donc, être actif, être responsable, la deuxième chose. Et troisième chose,
Nous devons tous être des acteurs de la réforme. Chacun, cette réforme radicale, on doit être radical. Quand on est Congolais aujourd'hui, on doit être choqué par la réalité. Quand on est Congolais, on doit vouloir le changement. Et quand on veut le changement, il faut qu'on s'en donne les moyens et que tous ensemble on dise stop. Maintenant, le jour où on va avoir l'alternance, ce ne sera pas seulement l'alternance des individus, ça doit devenir une alternance des mentalités, ça doit être une alternance des systèmes. Vous voyez le système congolais tel qu'il fonctionne aujourd'hui, la tête ici, les pieds ici. Il faut qu'on mette le système à l'envers pour arriver à remettre les choses à plat et à redéfinir un nouvel avenir pour les Congolais et pour cette jeunesse. Juste en 2 mots, Peter. Moi, ce que je sais faire, c'est je suis un homme d'affaires. Je suis né dedans. Mon père, c'est le premier Congolais qui a créé une banque. Ceux qui l'ont connu le savent. Oui, et d'ailleurs, oui. Par rapport à votre père, avant de chuter par rapport à votre père, la question était celle de savoir, hier, dans ces pays, nous connaissions de grands hommes, notamment votre père, Dokolo. On connaît des hommes d'affaires comme Deledia. Aujourd'hui, on connaissait des Bemba Saolona. Aujourd'hui, c'est les Libanais, c'est les Chinois. Et je pense qu'effectivement, c'est très fondamental que dans la manière dont il faut repenser l'avenir, on commence à effectivement réfléchir autour de ces grandes questions et pratiquer le patriotisme économique. Il n'est pas normal que tous les grands domaines générateurs de grande croissance et de grande fortune, que sont les télécoms, les banques, la grande distribution, cimenterie, construction, les mines, l'énergie, il n'y a pas un seul Congolais qui est réellement fort dans ces domaines-là. Et moi, aujourd'hui, c'est pour ça que je me bats pour qu'on ait des vraies élections, parce que ça, c'est les vrais sujets. Moi, je ne veux pas savoir, je ne voterai jamais pour un gars qui va me dire « Viens, moi, je suis au Congo, donc tu dois voter pour moi, parce que tu es dans notre coin. » Je voterai pour quelqu'un, j'aimerais pouvoir voter pour quelqu'un qui va répondre à ces questions-là, qui va dire « Moi, le bilan que je fais de la société, c'est ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas normal. Et voilà quelles sont les solutions que moi j'apporte. Voilà quelle est mon idéologie, voilà quelle est ma vision, et voilà quel est le rôle que chacun d'entre nous, toi le professeur tu peux jouer, toi le policier tu peux jouer, toi le juge tu peux jouer, toi l'homme d'affaires tu peux jouer, et qu'on se remette à parler, qu'on arrête de parler d'argent. L'argent c'est pas le problème. Ce qu'on doit voir, moi mon père c'était pas quelqu'un, quand on dit votre père était l'homme le plus riche du Zaïre, je n'aime pas cette formule. Pourquoi ? Parce que limiter quelqu'un à la richesse, c'est perdre de vue ce qui est essentiel à ce qui fait un homme d'affaires. Ce qui fait un homme d'affaires, c'est arriver, à montrer un exemple qui va encourager la jeunesse et qui est un facteur de dignification des nationaux. 2, il va arriver à créer de l'emploi. Je vous rappelle, mon père, par exemple, c'est quelqu'un qui a formé des générations et des générations d'universitaires. Lui-même n'était pas universitaire. Il a formé des générations aux États-Unis, en Europe, en Corée du Sud, au Japon, etc. Il y a des gens qui sont encore vivants, qui peuvent témoigner, expliquer. 3e, il arrive à créer de la richesse. Vous ne pouvez pas, vous savez, on vit dans un système, dans un monde capitaliste. Nous les Congolais, on pense qu'on va se développer parce que les autres vont nous aider. Le monde ne fonctionne pas sur la base de la solidarité. Le monde fonctionne sur la base de la concurrence. Si les Congolais ne sont pas assez intelligents, ou ne sont pas assez organisés, ou ne sont pas assez moraux pour protéger leur richesse naturelle, évidemment que les autres vont venir et vont le prendre au plus bas coût possible, même s'il faut payer un petit quelque chose ou aller donner une petite enveloppe à telle personne qui a la signature ou à telle personne qui a l'autorité morale ou le parrainage pour que ça se passe. Mais ça, aujourd'hui, nous les Congolais, on doit avoir cette ambition de changer. Pour moi, on est en 2018. Repartons pour ceux qui sont les plus vieux, ma génération est plus loin, en 78-78 pour les Belges. Et que 2018 soit comme 78, que 2019 soit comme 77, que 2020 soit comme 76, que 2021 soit comme 75 ou 75. Revenons à un endroit là où le professeur c'est quelqu'un. Refaisons un plan, un projet pour l'enseignement. Planifions notre stratégie de développement. Nous sommes un pays, nous ne sommes pas plus bêtes que les autres. Nous devons être plus exigeants avec nous-mêmes. Nous devons être plus capables. Et nous devons revoir
réellement ce que nous voulons pour notre pays. Et c'est ça le combat de LCD, c'est de dire le Congo, c'est ce que toi tu vas pouvoir en faire. C'est pas Syndicat qui va aller faire tout seul, ce n'est pas non plus Joseph Kabila qui va aller faire tout seul ou Moïse Katumbi. Pour pouvoir faire un pays, il faut des vrais citoyens qui sont conscients qu'ils sont en train de gérer l'avenir de leurs enfants et ils doivent le faire avec amour, avec responsabilité et avec courage. Syndicat Dokolo, merci beaucoup d'avoir répondu affirmativement à notre invitation, d'être venu sur ce plateau de questions publiques. Avec la diaspora, vous allez bien, hein? Vous, on ne vous a pas lumbelisé, hein? Écoutez, jusqu'à preuve du contraire, non. Je suis contre cette culture de lumbéliser. Je pense que la violence est toujours l'arme des faibles. Est-ce que vous vous rencontrez avec la diaspora? Ou est-ce que vous vous cachez? Vous voyez souvent, vous, vous êtes à des endroits UP là-bas, ils peuvent pas. Je ne me suis jamais caché de ma vie, je ne me cacherai jamais. Donc ceux qui veulent me trouver peuvent me trouver facilement. Je regrette ce genre de culture, mais je pense que plutôt que d'essayer vous savez, il y a des gens qui disent quand il y a une tempête, il y a des gens qui construisent des murs et d'autres gens qui construisent des moulins à vent. Moi, je préfère construire des moulins à vent quand je sens qu'il y a de l'énervement, quand je sens qu'il y a de l'agitation, je sens qu'il y a de l'énergie, et je pense que cette énergie, elle doit être mise dans un sens positif. Donc j'essaie de convaincre ceux des gens qui ont recours à ce genre de technique-là, je voudrais les encourager. Parce que beaucoup d'entre eux, c'est des gens qui sont exaspérés. Ils ont une certaine image du bien pour notre pays. Et moi, vraiment, j'aimerais qu'ils apprennent la culture citoyenne. Parce que ce n'est pas avec plus de sauvagerie et moins de civisme que nous allons construire un Congo meilleur qu'avant. Et puis, puisqu'on est en train de terminer l'émission, Peter, je voulais aussi vous rendre hommage à vous personnellement, mais aussi à tous les journalistes qui font un travail vraiment courageux. Je sais que vous avez été inquiété ces derniers temps. Merci beaucoup. Au niveau des LCD et moi-même personnellement, nous trouvons ça absolument choquant, absolument inacceptable, et nous enjoignons vraiment toute l'opinion publique à ne pas accepter ce genre d'abus scandaleux comme étant la normalité. Et j'en appelle à tous ceux qui travaillent avec M. Kabila mais qui disent qu'ils ne sont pas du PPRD ou qui ne sont pas kabylistes à réfléchir bien aux responsabilités auxquels ils seront confrontés, parce qu'il viendra un jour où les gens vous demanderont des comptes. Alors je voulais vous encourager, vous féliciter et vous remercier pour ce travail patriotique que vous faites, vous et certains autres de vos collègues qui se reconnaîtront. Merci beaucoup. Syndicat olobaka lingala? Nalobaka. Olobaka lingala bon. Kabila po akende na makimia concession ni nakosala na niveau lelo. Pesa biso ya na lingala. Alanda mibeko et mobeko likonzi. Azana obligation ils a faveur que azosa abiso que normalement il fallait alongwa déjà à sa bas élection en décembre 2016. Totiki est un an. Topesier un an de plus sikoyo. Malamoe suka sikoyo décembre 2018 et sili. Il faut ayo kayango, il faut partenaire na yepe baye bisaye yango que aye que vie après la présidence Ezali. Alors vous excuserez mon lingala rouillé, mais ça fait un moment que j'ai plus tellement entraîné pendant longtemps à Kin. Mais ça me fera très plaisir quand je reviendrai bientôt au pays de pouvoir échanger avec tous les compatriotes. Alors vous savez aussi que je suis en train de travailler mon Kikongo parce que je suis quand même aussi originaire. Kikongo Ngitalongoka. Beaucoup Syndicat Dokolo pour une fois de plus avoir répondu affirmativement à notre invitation. Merci à tout votre staff, hein, à des gens très professionnels avec qui nous avons été en contact pour que nous puissions réaliser cette émission. Ritier, Mala et toute l'équipe. Puis Hervé Diakessé, très présent ici à Kinshasa. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, cette émission est terminée. Au revoir.